Heureux de vous retrouver dans ce numéro de l'invité. Une fois n'est pas coutume, nous recevons une dame, son nom, Marie-Denise Ouedraogo. Elle est professionnelle internationale en innovation, leadership et transformation organisationnelle. Elle a pas moins de 16 ans d'expérience dans la conduite du changement au sein des secteurs publics et privés, notamment dans les industries financières et du conseil, à la fois en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Il faut dire qu'elle est aussi fondatrice d'un écosystème dont on va aussi parler, et elle est autrice notamment de cette œuvre que j'ai, Souveraineté stratégique, construire des systèmes résilients pour les organisations et les nations émergentes. Autant le dire, nous allons parler de transformation organisationnelle tout au long de cette heure d'échange que nous avons d'ailleurs avec notre invitée, Madame Ouedraogo. Heureux de vous avoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Var. J'ai fait cette présentation, elle est assez succincte. Dites-nous, parlez-nous un peu plus de vous. Monsieur Ba, il n'est jamais trop facile de parler de soi-même sans être prétentieux. Donc, comme vous l'avez mentionné, je suis Marie-Denise Ouedraogo. Je suis une stratégiste en transformation organisationnelle dans les institutions publiques, privées, dans le secteur bancaire, industriel et dans plusieurs autres domaines comme l'aéronautique et bien plus. Et je suis la fondatrice de Nexalize Group. C'est une compagnie de consulting. Nexalize Group, c'est notre maison mère et se trouve aux États-Unis. Et nous accompagnons les entreprises dans l'amélioration continue des processus. Nous mettons les visions en exécution, en optimisant les processus. Et je suis également la fondatrice de Nexalize Excellence Academy of Leadership en fonction des compétences que j'ai acquis, comme vous l'avez mentionné, tout au plus de 16 années d'expérience naviguant des industries, accompagner les entreprises à appliquer cela dans leurs industries pour gagner en productivité et puis retour sur investissement, bien entendu. Et je suis également la fondatrice de Nexalize Avenir à Dieu, qui est une fondation à but non lucratif ici même au Burkina, à Bobo-Dioulasso, où nous avons en charge les orphelins d'une école à Carville-Ouest, tous les orphelins de l'école que j'ai en charge au niveau de la scolarité, de la santé et bien des besoins nécessaires pour survivre. Et également fondatrice de Kahawa Luxe, qui est une marque, un mouvement de café qui valorise le café africain, qui éduque la population en dehors de l'Afrique, que l'Afrique est le berceau du café et que nous avons de très très beaux produits en Afrique. Donc j'ai pas moins de 30 certifications professionnelles en amélioration continue dans plusieurs industries, et parmi ces certifications, nous avons les plus rares qui sont le Lean Six Sigma, Black Belt et Quality Champion, qui me positionnent vraiment à un haut niveau aux États-Unis pour les entreprises et les industries. Donc, je ne veux pas paraître trop prétentieuse, mais je pense que c'est déjà une brève présentation de vous. Parce que moi, il faut le dire de façon claire, je vous découvre avec l'œuvre et je m'en vais faire des recherches. Je dis, on a des personnes ressources, des Burkinabés qui sont... Parce que je rappelle que vous vivez au Texas, après avoir été au Canada et tout, on a ces potentiels-là qui sont dehors, mais qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et je reçois cette œuvre-là, pour laquelle d'ailleurs vous êtes ici, Souveraineté stratégique, construire des systèmes résilients pour les organisations et les nations émergentes. Déjà, qu'est-ce que vous entendez par souveraineté stratégique ? Une très bonne question. Le titre peut pas faire peur, mais la souveraineté stratégique, c'est la capacité d'un peuple, d'une organisation, d'une nation à anticiper, décider et surtout à faire face aux chocs extérieurs. Donc la capacité de pouvoir d'un État à protéger ses intérêts fondamentaux sans dépendre de l'extérieur. Donc pour soutenir cette
définition, je vais prendre un exemple du temps de la pandémie. Beaucoup de pays africains n'avaient pas cette souveraineté stratégique. On dépendait de l'extérieur pour les masques, les médicaments et bien d'autres produits. Ils se sont retrouvés vraiment fragilisés parce qu'on n'avait pas cette capacité. C'est le minimum que toute organisation ou un État peut avoir pour protéger sa population. D'accord. Et il faut dire que quand on parcourt cette œuvre-là, on se pose beaucoup de questions. Parce qu'il y a dedans des inspirations. Des inspirations qui sont d'abord celles d'écrits bibliques, donc avec des récits, desquels sortent un genre de, on ne va pas parler de modélisation, mais de référents pour des réponses à un moment donné à des éléments que nous rencontrons aujourd'hui de façon actuelle. Et donc, il y a un constat que vous faites, c'est que les systèmes qu'on a très souvent aujourd'hui échouent. Et vous tentez d'en faire le diagnostic. Pourquoi ils échouent ? Merci pour la question. Les systèmes échouent pour avoir parcouru plusieurs nations, plusieurs industries. J'ai constaté des idées vraiment très brillantes, des initiatives vraiment très brillantes et les moyens et tout qui échouent. Sans savoir pourquoi, mais ça échoue. Et pourquoi ces systèmes ont échoué? De par mon expertise et de toutes ces années, j'ai appris une chose, que tous les systèmes qui échouent, c'est parce que c'est pas par manque de bonnes idées ou d'intelligence ou de sagesse, c'est parce que le système est rigide. Il y a de la lourdeur dans le système et ça échoue. Je vais prendre un exemple, un projet souverain d'une nation qui va amener de la valeur pour les utilisateurs finaux et tout. Tout le monde est prêt pour engager le projet, mais vous avez, on a besoin de 20 signatures, on a 10 ministères qui doivent intervenir, on a besoin de validation et le résultat de tout ça, les investisseurs attendent et il y a de la lenteur dans le système, il y a beaucoup trop de validation et ça décourage les investisseurs. Donc ces projets-là vont échouer parce qu'il y a de la lourdeur. Le système est trop lourd et trop rigide. Donc beaucoup d'échecs des projets, c'est parce qu'il y a de la lourdeur dans le système. Et quand on vous le dit, parce que vous faites à la fois le diagnostic, mais vous faites aussi des propositions. Avant de venir sur les archétypes que vous avez développés, il y a des éléments qui reviennent très souvent. Je veux que ceux qui nous regardent suivent très bien, pour ne pas qu'ils se perdent. Okay. C'est très intéressant l'échange qu'on va avoir parce que ça part de votre expérience, ce que vous avez regardé à la fois dans des États, mais aussi dans des organisations privées, parce que vous êtes intervenu à la fois dans le privé, mais aussi dans le secteur public. Ici comme ailleurs à travers le monde. C'est intéressant de savoir. Et quand on regarde, vous avez 3 éléments principaux autour desquels les éléments tournent. Il y a le Lean, il y a le caractère agile, et puis le Six Sigma. Expliquez-nous un peu. Alors, le Lean, ces 3 éléments que vous venez de mentionner sont très indispensables pour une nation, une organisation. De par mon parcours, il y a un constat qui revient continuellement. Avant de définir c'est quoi ces principes-là, j'ai été très longtemps dans le domaine financier. J'ai été en face des clients. J'ai constaté beaucoup de frustration, beaucoup de lourdeur, beaucoup de lenteur. Et en étant en arrière également pour comprendre comment on retransforme le système, utilisant les différentes applications dans les industries qui ont réussi et tout, comment ils ont fait, comment ils ont appliqué. Donc, on s'en va trouver que Lean Management, c'est une méthodologie, une façon de travailler à réduire le système. On élimine le gaspillage parce que dans tout ce que nous entreprenons, on vise la chaîne de valeur. On veut la chaîne de valeur. Le Lean Management va venir apporter des éléments pour une nation, une organisation, comment on réduit, comment on élimine le gaspillage, comment
d'un point A à un point B, pourquoi on ne s'arrête pas à prime 2, à prime 3? C'est beaucoup de lenteur. Donc le Lean va venir apporter ces éléments-là à une nation, une organisation pour vraiment réduire le gaspillage et aller directement à la chaîne de valeur. Alors l'agilité, on est sans savoir que le monde change continuellement. Je pense à chaque seconde, tout change. Donc l'agilité va venir apporter les capacités pour s'adapter au changement. Et on en fait face au changement continuellement dans notre vie personnelle, avec nos collègues, les nations et tout. Donc l'agilité, c'est la capacité vraiment d'appliquer des outils, des façons de faire pour s'adapter au changement. Et le Six Sigma, ça existe depuis longtemps, mais on voit maintenant les bénéfices de Six Sigma. Six Sigma vise à éliminer les erreurs dans le processus et viser la qualité. Parce que si dans tout ce qu'on fait, la chaîne de valeur, et dans tout ce qu'on exécute, on doit viser la qualité toujours. Parce qu'une erreur va te coûter en temps, va coûter en ressources et va coûter beaucoup plus cher. Deux fois, c'est obsolète. Donc, le Lean Six Sigma va venir vraiment apporter des fondements pour une nation, une organisation, pour viser la qualité dans les processus de signature, de vérification des documents, dans les chaînes industrielles de transformation. Si on ramène les tomates du champ, est-ce qu'on va le laver avant d'aller le broyer et tout ça, mais dans les conserves, on va viser une qualité depuis le début jusqu'à la fin. Si on n'atteint pas ça, quand ça arrive au contrôle qualité, c'est pour ça que je suis certifiée Quality Champion, Plutonium Standard. C'est le dernier niveau et très peu de gens sont certifiés à ça. On va aller vraiment contrôler la qualité. Donc, on utilise dans toutes les industries, que ce soit manufacturière ou dans administrative, viser toujours la qualité. Et ces trois éléments-là sont complémentaires. On ne peut pas choisir un et laisser l'autre. D'accord. Le Lean, l'Agile et le Six Sigma. Et à la page de votre œuvre, il y a la question de la conclusion sur la crise moderne. Pourquoi les systèmes échouent? Vous dites, les organisations modernes échouent non pas par manque de talent ou de ressources, elles échouent parce que leurs systèmes ne sont pas en accord avec la complexité de leur environnement. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de ces trois éléments. Et puis à un moment donné, et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous nous sortez 5 archétypes bibliques. Ça, c'est très important de le dire. 5 archétypes bibliques. Et on retrouve Gédéon, on retrouve... Mais on va aller pas à pas pour que les uns et les autres comprennent. Oui. Vous dites à la fois à un moment donné que ce n'est pas une œuvre biblique. Vous voulez préciser la chose, mais quand on vous lit, on comprend que ce n'est pas une œuvre biblique. Bien au contraire, il y a une démarche scientifique qui est derrière, avec des exercices qui sont donnés, et puis des questionnements après des propositions. Mais pourquoi ces 5 archétypes bibliques-là? Pourquoi ce choix? C'est une très très bonne question parce que je suis une femme de foi et je lis beaucoup. Et pourquoi ces 5 archétypes? Bien sûr, il y en a d'autres, il y en a plein. Mais pourquoi ces 5 archétypes? Parce que le choix de ces 5-là, c'est parce qu'ils représentent, ils sont intemporels. Et c'est des leaders stratégiques vraiment intemporels et qu'on retrouve dans le monde actuel. Pourquoi j'ai choisi ces 5 archétypes-là? Parce qu'ils sont complémentaires. Et quand on regarde en parcourant leur récit, en parcourant leur époque, en faisant des analyses dans leur époque, ça a été des leaders qui ont pris des décisions, qui ont fait face à des situations que nous retrouvons dans notre monde moderne. Peut-être ça change de nom, mais c'est la même chose. On va faire un exercice. Oui. Parce qu'on a jusqu'à 5 archétypes. On je veux en a 5. On discute un peu et que nos téléspectateurs comprennent. Le premier archétype, ça va faire pédagogie en même temps, c'est Gédéon. Je ne me trompe pas, c'est Gédéon. Je vous permets, on va faire un exercice pour que ceux qui n'ont pas lu se représentent les choses. Vous partez de ce qui vous capte dans l'histoire de Gédéon. D'abord parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'histoire de Gédéon. Le rappeler, ce qui vous capte dedans, et puis comment est-ce que vous en sortez les enseignements. Ça, c'est très intéressant
pour Gédéon, allons-y. Okay. Alors, juste un bref rappel, Gédéon, c'est dans le livre des Juges, c'est dans la Bible, livre des Juges, et Gédéon était à son époque, il s'identifiait comme le plus petit de sa tribu, qui était aussi une toute petite tribu dans la tribu d'Israël. Et comment il s'est identifié déjà, il s'est comme mis en retrait. Je ne suis pas de taille pour aller faire quoi que ce soit ou réussir quoi que ce soit. Mais quand on lit dans l'histoire de Gédéon, les récits l'amènent à devenir un leader pour aller combattre une armée ennemie. Et dans le choix de Gédéon, il y avait 32 000 hommes qui étaient prêts pour l'accompagner, pour aller au combat. 32 000, c'est énorme. 32 000 personnes. Mais quand on lit l'histoire de Gédéon, on voit que l'armée a été réduite de 32 000 à 300. Et ces 300 hommes ont vaincu toute une armée. Et là, je me suis arrêtée, je vais poser des questions. Mais évidemment, comment 300 personnes peuvent aller vaincre une armée de milliers et de milliers de personnes? Qui étaient ces 300 personnes-là? Gédéon, en tant que leader, c'était quoi la stratégie de choix de ces 300 personnes? Et là, je suis allée en lisant les récits de Gédéon que j'invite vraiment à aller parcourir par curiosité. Et on voit qu'il a employé des méthodologies, des stratégies pour évaluer ces 32 000 hommes-là, pour connaître qui est vigilant, qui est productif, qui va être un plus dans l'avancement qu'on va faire, qui va ralentir. Et le choix de ces 300 hommes ont été vraiment très stratégiques. Voilà pourquoi il a gagné la victoire, il a triomphé. Donc j'ai choisi Gédéon à son époque. Et ça, c'est quelque chose qui était grandiose. Ce n'est pas comme maintenant qu'on a nos armées avec des armes sophistiquées et tout, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Donc l'histoire de Gédéon reflétée dans le monde moderne, ce n'est pas juste pour les nations dans une armée, c'est en entreprise, c'est en organisation, c'est pour un État. Des fois, le grand nombre n'assure pas une force, n'assure pas l'efficacité. Des fois, il faut réduire stratégiquement et frapper fort. Donc, le grand nombre n'est pas toujours garantir de succès. Et vous dites, je prends la page 9, pour Gédéon, c'était un exemple d'abord sur le pouvoir de la réduction stratégique, parce qu'il passe de quoi 32 000 à 300. Et il faut faire déjà un choix, il faut en être capable. Et puis c'était un exemple aussi avant la formalisation de ce dont on parlait tout à l'heure, le lean, notamment dans l'industrie moderne. Et puis vous dites aussi que il y a en tout cas tout ça qu'on peut... Il y a des exemples qui sont quand même assez pragmatique. Vous venez vous regarder par exemple dans l'histoire de Nintendo, dans sa bataille, et vous ressortez ces éléments-là. Comment on fait le lien? Nintendo, à son époque, je ne sais pas si vous avez eu la console Nintendo. Si. Moi, je n'ai pas eu la chance de l'avoir, mais nous, on a dit l'époque aussi, j'ai vu les enfants des voisins l'avoir et puis on tripait vraiment pour ça. Nintendo a eu son moment de gloire. Mais quand les grands sont sortis, leurs concurrents sont revenus et tout, Nintendo n'a pas voulu adopter une stratégie pour aller innover, par exemple. Nintendo est resté... sur une position stratégique pour assurer la qualité, par exemple, pour se focaliser plus sur une stratégie de réduction au niveau des... même s'il ne va pas concurrencer les plus grands dans ce monde-là ou les plus grandes qui viennent le faire face, il a adopté la stratégie de Gédéon vraiment pour... aller se positionner. Donc, ça dépend dans une organisation, c'est quelle stratégie vous choisissez. Vous pouvez... Et même à ce moment, vous dites que les pays africains peuvent tirer déjà leçon de cet archétype-là sur la question de la focalisation. Parce que quand on regarde aussi, on a l'impression que c'est le nombre qui fait la force et que le rétrécissement n'est pas forcément le choix qui soit le plus intéressant. Et comment on l'applique dans nos réalités? Le nombre ne fait pas toujours la force. Pour avoir vraiment vu des grosses compagnies clasher, des grosses organisations être mêlées dans des toiles d'araignée et tout, le nombre ne fait pas toujours la force. C'est la stratégie que tu adoptes.
comment cela reflète sur les pays africains? Par exemple, en Afrique, on a toujours tendance à se focaliser sur nos faiblesses et puis dire ça, on a des lacunes, ça, on peut pas le faire, sans se concentrer ne serait-ce que peu sur nos forces. Ok. Donc, nos forces à nous, même si on les néglige, sont une stratégie si on l'applique face aux autres nations et tout. Le Burkina Faso n'est pas le plus grand pays dans le monde entier, mais par sa position, en adoptant ces stratégies-là, appliquant avec lean management, l'agilité pour s'adapter au changement et le Six Sigma, on peut concurrencer des grandes nations. Et ça, je le dis haut et fort parce que j'ai parcouru beaucoup de nations. J'ai vraiment vu des systèmes qui peuvent pas se positionner comme le Burkina Faso, mais qui ont, dans l'apparence, donnent d'être vraiment grands. Et ce qui est intéressant, vous évoluez dans souveraineté stratégique, dans les explications que vous avez, dans ce que vous tirez de ces histoires-là, de ces archétypes. Vous dites, c'est bien. Focalisation, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On part maintenant avec l'exemple de Joseph. Et là, on part d'une histoire de famille, d'abord une révélation. Il ne s'arrête pas seulement à pouvoir traduire la révélation. Il va jusqu'à des choix opérationnels, stratégiques, pour pouvoir sauver de la faim. À la fois, je pense que c'était l'Égypte, mais aussi les frères qui l'ont trahi. Tout à fait. Puis l'histoire de Joseph ne s'arrête pas que là. Si vous avez fait la macroéconomie, microéconomie, l'économétrie, le modèle de Joseph est enseigné. Parce que à son époque encore, je retourne toujours à l'ancienne époque, à son époque c'était quelque chose qui était vraiment incroyable. Joseph n'a pas seulement révolutionné l'économie de l'Égypte, il en a proposé des stratégies, la façon dont il a appliqué l'anticipation. C'était pas juste pour les Égyptiens, il a adopté une stratégie qui a révolutionné et qui aujourd'hui est toujours véridique, qui est toujours aujourd'hui d'actualité pour une nation, une organisation sans anticipation, même pour vous, Monsieur Va. Si vous avez des périodes où il y a l'abondance et des périodes fastes. Exactement. Vous allez anticiper parce qu'on a tendance à dire que rien ne dure jamais. Donc, on a tendance à anticiper. On va toujours mettre de côté, construire des silos et tout. Donc, l'archétype de Joseph va venir se refléter comme au Burkina Faso, au ministre de l'économie et des finances. Il a un budget, mais il doit anticiper. Comment il va faire pour anticiper? Il peut focaliser sur comment on fait en appliquant Joseph, qu'est-ce qui se passe dans le pays, dans quoi on se trouve en ce moment, moi en tant que ministre des Finances, de l'économie. Mais quand une crise va arriver, est-ce que je suis prêt pour faire face? En tant que ministre, je suis prêt. Donc, on va appliquer la stratégie de Joseph pour vraiment anticiper et pouvoir faire face quand il y a les chocs qui arrivent. Mais là-dessus, vous dites qu'en matière d'application économique, donc vous revenez sur le défi, par exemple, des cycles, et notamment les cycles qu'on a en Afrique. Souvent, on a des périodes de boom, que je parlais de phase tout à l'heure, qui ouvrent et créent une dépendance, notamment à certaines ressources, et en même temps une vulnérabilité. C'est-à-dire que ce qui devrait être une force, lorsqu'on le voit avec Joseph, ça veut dire de par la prévision, et puis la stratégie pour pouvoir gérer les stocks, d'abord les accumuler, après distribuer et tout. Nous, quand on a la période de boom, on a comme l'impression que ça sera pour toujours. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Rien n'est jamais pour toujours. Par exemple, vous apportez un bon point pour l'Afrique et tout. Par exemple, je prends dans le domaine de l'agriculture et tout. Quand il y a la saison pluvieuse, elle est bonne et tout. On a les ressources, on a les vivres et tout. Mais en tant que leader, en tant que décideur d'un pays ou d'une organisation, il faut anticiper qu'est-ce qui se passe. Il faut regarder, par exemple, je vais prendre des céréales qu'on cultive et tout ça, tout le monde est dépendant à ces produits-là, mais ces produits ne sont pas appelés à rester pour toujours. C'est quoi la stratégie derrière pour anticiper? Est-ce qu'on va trouver des produits de substitution pour cela? On prend le riz, on cultive le riz est là, mais c'est quoi les produits de substitution du riz? Est-ce qu'on a anticipé?
Est-ce qu'on a fait les recherches pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas appliquer ces stratégies-là? Donc, ce n'est pas juste de stocker les produits qu'on a produits en ce moment pour les périodes creuses, mais trouver des substitutions pour éviter la dépendance de ces produits. Ce que vous dites est intéressant, c'est intéressant parce que ça trouve aussi son, on va dire, son élan dans même notre actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui sont prises de suspension d'exportation parce qu'on estime que, bon, c'est vrai on peut penser qu'on est trop plein, mais il faut faire attention. Et quand vous regardez, vous dites à un moment donné que la vision de Joseph montre que la stratégie n'est pas uniquement une question de planification, elle est aussi une question de courage politique. Mettre en place des mesures impopulaires aujourd'hui pourrait être la condition essentielle pour éviter une crise demain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça demande de l'audace de dire on a beaucoup, mais attention, je vais prendre et prélever telle partie pour gérer la crise de demain. Mais ça demande, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne suis pas une stratégiste, une organisation politique, transformation du tout. Je suis une transformation d'organisation. Mais je vais ajouter le courage politique. Deux fois, pour les décideurs, il faut du courage pour prendre certaines décisions pour préserver l'avenir. Et en tant que décideur, on est visionnaire. En tant que visionnaire, on veut servir le peuple, on veut anticiper, on veut éviter la dépendance extérieure. Donc, des fois, des décisions qu'on va prendre, ça ne plaira pas à tout le monde parce que sur le champ, on ne voit pas la portée de cette décision-là. C'est pour ça que je dis ça prend du courage politique. C'est vrai qu'on parle de courage politique, justement, parce qu'on parle de prévision. Je ne sais pas si la question que je pose maintenant, c'est forcément dans la prévision, dans le sens que vous l'entendez. Aujourd'hui, le Burkina est sur la question de l'or à se constituer une réserve. On sait que l'or, la réserve, ce n'est pas la constitution pour la matière qu'elle est. C'est un élément refuge aussi en matière de monnaie et tout ça. Et quel regard, quand on regarde les exemples que vous prenez, par exemple, avec Joseph, sur la question de l'or et la décision du Burkina? Le Burkina et l'or, il y a une opportunité historique, je le dirais. Mais un pays ne peut pas dépendre uniquement que de l'or ou l'or brut ou juste une seule ressource. Sinon, tu restes vulnérable pour l'extérieur. Pour la valeur de l'or, ce n'est pas dans l'exploitation. Il faut le transformer, l'or. C'est ça qui coûte cher. Il faut transformer cet or-là. Il faut avoir des ressources, des infrastructures qui vont être mises en place pour pouvoir donner cette valeur à l'or. Mais tant qu'on exploite ici et qu'on ne le transforme pas, on reste toujours dépendant de l'extérieur. D'accord. Il y a un autre archétype qu'on va donc attaquer, c'est celui de David. Oui. Notamment, c'est sur la stratégie asymétrique et le positionnement concurrentiel. Je vous assure que quand j'ai lu ça, ça m'a ramené à mes vieux cours. À mes vieux cours, je me suis retrouvé encore sur la fac. Je vous assure, parce que j'ai lu David aussi, j'ai lu la Bible, comme beaucoup d'autres qui ont lu la Bible, mais c'est que vous ramenez des éléments qu'on ne percevait pas forcément. Parce que souvent on le lit en ayant le regard beaucoup plus sur l'enseignement spirituel. Alors que ce sont des histoires desquelles découlent quelquefois les éléments de notre vie et même de nos décisions sur le plan économique. Et quand on prend l'histoire de David, vous parlez de la question de l'asymétrie. Éviter d'aller sur le terrain de quelqu'un forcément. C'est bien ça? Oui. Pas éviter, mais il faut adopter une stratégie. Si. Connaître, on connaît tous l'histoire de David. Moi, avant que j'aille en profondeur dans la lecture de ces histoires-là, étant enfant et tout, on s'y met toujours à des Goliaths et tout, mais on voit juste les carrures bibliques. C'est très important de le voir, mais il faut être capable de le refléter dans le moderne, dans ta situation actuelle. Des fois, on est face à une personne ou une entreprise va faire face à une autre entreprise qui est plus gros que lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas faire, par exemple, je prends un Pepsi Cola ou une autre entreprise qui sort des boissons et tout ça.
je peux pas concurrencer avec eux parce qu'ils sont plus grands que moi. Maintenant, la symétrie, c'est de faire des choix et des décisions qui vont me permettre de gagner plus et de reconvertir leurs utilisateurs, leurs consommateurs à moi. Donc, il faut que je sache mes forces, il faut que je sache qui est devant moi, la concurrence que j'ai devant moi, me servir de mes forces à moi et non regarder les faiblesses, ne pas regarder la différence de taille, de marché qu'ils occupent ou bien la communication qu'ils ont, l'influence qu'ils ont. Je vais me focuser sur la valeur, la chaîne de valeur que j'apporte, la chaîne de valeur que j'apporte dans le produit, dans le service que je fais. Et en appliquant vraiment ce principe-là, il n'y a pas une entreprise que je ne peux pas concurrencer avec. Vous l'avez dit, Goliath s'attendait à un affrontement classique, structuré et prévisible, alors que David, au contraire, lui, il a refusé le cadre imposé. Il agit avec rapidité et crée une rupture immédiate. Il sait que s'il va dans l'affrontement classique, ça, c'est la défaite immédiate. C'est ça. Et il déplace carrément le terrain d'affrontement sur des espaces qui échappe contrairement au géant qui est là et qui le rend même plus faible que David. Mais ça se retrouve dans notre vie de tous les jours. Vous savez, en Afrique, on a tellement de multinationales qui sont représentées ici, qui sont géantes, qui ont tout. Et on a une économie locale, privée, qui est en train de travailler à trouver des alternatives, à trouver des positionnements relativement à ces géants-là qui sont là. Quelquefois, on tente de faire comme, et on tente d'avoir des produits un peu alignés. Et là, on se trompe, c'est ce que vous dites. Là, on se trompe parce que c'est pas en voulant les suivre ou avoir les similarités qu'on peut concurrencer avec eux. On a un avantage ici, comme l'exemple que vous le donnez ici. Ils sont sur le terrain, ils sont sur notre terrain. Et notre terrain, c'est nous qu'on a l'avantage. Maintenant, on n'est pas obligé de les ressembler. Il faut utiliser la différence et les battre sur le jeu. Et ces entreprises que vous dites, je serais très heureuse de les accompagner parce que il y a plein de stratégies à appliquer vraiment pour défier ces multinationales-là qui se sont implantées un peu partout. Parce que eux aussi, ils voient l'opportunité. C'est comme Goliath. Il définit le champ de bataille, mais si tu sais que tu as l'avantage avec la différence, tu peux appliquer des stratégies vraiment gagnantes et te positionner, combattre vraiment avec ces géants-là. Et après David, parce qu'on va aller un peu vite, on en a encore Moïse. Et quand on va, parce que là j'ai l'impression qu'on parle on part vers du plus structuré, c'est-à-dire on était sur la focalisation, après on part sur l'anticipation, on arrive avec David sur la question du positionnement, on va dire comme ça et tout, et puis avec Moïse, ça c'est la question même de la gouvernance, c'est bien ça, organiser, structurer, faire croître une nation, un leadership de transition, vous dites. Et qu'est-ce qu'on retire de cette histoire de Moïse comme on l'a raconté bibliquement? Vous savez, parmi tous ces archétypes que j'ai eu vraiment la passion d'étudier, encore une fois, je suis une femme de foi, l'histoire, l'archétype Moïse m'a passionnée. Parce qu'on retrouve sa stratégie partout, dans tout. Dans son époque, Moïse a hérité d'un peuple où il n'y avait pas de structure, il y avait un chaos total, il y avait rien, et tout tombait sur lui. Advenant que vous arrivez dans un ministère et il y a 10 directeurs, 20 directeurs, c'est tout un bazar, c'est tout un chaos. Ça prend de l'énergie pour manager les mondes. Ça prend de l'énergie pour coordonner toutes les choses. Et dans une organisation où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de productivité. Et s'il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de retour sur investissement. Et s'il n'y a pas de retour sur investissement, on ne peut pas innover. Et si on n'innove pas, on perd sur le marché.
on part en perdant. Donc Moïse, l'archétype de Moïse va venir instaurer la structure, la gouvernance. On va voir que Moïse a établi des chefs de 1000, des chefs de 50, des chefs de 100, et des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Et on trouve ça dans les organisations. Vous avez les VP, vous avez les DG, vous avez les directeurs, vous avez les chefs d'équipe. Pour que à chaque situation, il y ait une prise en charge. Au lieu que ça n'escalade pour arriver, lui, il a déjà pris en charge. Donc, Moïse montre aussi la délégation. Il faut pouvoir déléguer. On peut être un leader, un visionnaire, mais si on ne délègue pas, on n'en tire pas profit, on n'en tire pas les bénéfices, la chaîne de valeur de ce qu'on a comme gestion. Donc. C'est vrai, ça c'est la page 108, vous parlez de la délégation. Oui. Et puis, il y a un élément qui... la délégation, ça, vous avez fait aussi un petit... je pense qu'il y a une partie où... non, c'est pas là, je vais revenir après là-dessus. On va passer à un autre élément à l'intérieur de ce que concerne donc les enseignements attirés de Moïse, et notamment en matière d'organisation, de structure. Il y a la question de gouverner et contrôler. Vous dites, gouverner et contrôler, attention, c'est différent. C'est pas pareil. Et aller, qui peut être dangereux. C'est quoi la différence au fait? C'est très très différent et c'est très très dangereux si on se mêle. D'accord. Gouverner, on va servir. Gouverner, on est là pour servir. On établit des structures, des standards, des processus et on est là pour servir. On va prendre nos gouvernements, nos nations, c'est démocratique, sont là pour servir le peuple. Mais contrôler, c'est vouloir avoir toujours un œil sur tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait. Je veux que ça passe par moi, je veux approuver, je veux voir ça. Du coup, tu te concentres, tu te focalises juste à contrôler que d'occuper d'autres choses. Donc, ça amène une lourdeur, une complexité dans le système et dans ton entreprise. Mais est-ce que quelquefois, contrôler n'est pas, comment dire ça, parce qu'on ne parle pas seulement d'État, hein, même on parle d'entreprise aussi et d'organisation. Il y a certains qui trouvent que, s'ils ne contrôlent pas, ça ne va pas bien se passer. C'est parce qu'ils regardent que ça se passe bien. On a comme l'impression qu'il y en a qui disent tout cela. Si je ne regarde pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Alors que ils ont... C'est une question de confiance, une question de confiance, de synergie et de collaboration. On travaille et c'est surtout amener tout le monde à regarder les mêmes objectifs. On doit toujours focuser la focalisation de Gédéon. Si on a le même objectif, si on est aligné sur le même objectif, on n'a pas besoin de contrôler. C'est ça. Parce qu'il faut, dans une organisation où il faut s'assurer que tout le monde vise le même objectif. On est là pour aller jusqu'au bout. Et une fois que cet objectif est bien connu, compris de tout le monde, le contrôle n'a pas lieu d'être. Ce que vous dites est intéressant parce que j'ai dit que cette partie, autant ça vous passionne, moi ça m'a passionné. C'est clair. Parce que là-dessus, vous dites, faites attention sur la façon même de gouverner. Et il y a des préalables. Il y a une structure que vous devez mettre, il y a des lois. Et puis l'informalité, ça devient dangereux. C'est ce que vous dites. Oui. Pourquoi? Il faut déléguer et s'assurer qu'à chaque point de hiérarchie que vous mettez en place, l'information est remontée en toute intégrité. Je prends un ministère que j'arrive et dans le seul ministère, j'ai à peu près 10 directeurs pour la même information. Je n'aurai pas l'information en toute intégrité. Il y a des bouts que je vais perdre. Et c'est là, en tant que leader, ça ne me permet pas de prendre des décisions optimales ou bien objectives. Ça ne me permet pas. Donc, l'information est la clé pour toute organisation, pour toute nation, pour tout peuple, pour toute personne. Sans information, on fonctionne à l'aveugle. Je peux fermer les yeux et dire je vais arriver au stationnement. Oui, je vais arriver, mais dans quel état? Donc, l'information est vraiment très pertinente dans la façon qu'on gouverne. Et vous dites que les systèmes informels peuvent fonctionner lorsque l'organisation est petite. Parce que c'est ça aussi, quelquefois, et ça c'est la réalité aussi africaine, quelle que soit la taille, on préfère rester dans un genre de renfermement informel parce qu'on ne veut pas quelquefois que les impôts tombent sur nous, que tant tombent sur nous. Donc, on ne donne pas la réalité de la structure qu'on a.
Et ça fait que, comme on veut être informel, ce n'est pas vraiment si structuré. Et quelquefois, on est à côté de la loi. Ça, c'est dangereux. Et ça l'est, c'est très dangereux. Et j'encourage pas du tout de violer la loi. Et puis, ce qu'on perd également, c'est les opportunités. En Afrique, on a tendance à se cloisonner. On veut pas s'étendre parce qu'il y a des lois qui sont là, on veut pas respecter, mais on regarde juste ce côté sans regarder les limitations qu'on se met. On perd des parts de marché parce qu'on veut pas croître. On regarde, la loi va me prendre ça, mais tu regardes pas ce que tu as perdu. Peut-être en devenant plus grand, tu peux innover, tu peux t'étendre et tu peux toucher d'autres marchés que tu n'espérais pas. Et tu vas absorber par là tout ce que la loi, c'est tout à fait normal, il faut que ça fonctionne. Donc. Et à la page 16, il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est sur la transition du charisme à l'institution. Moïse était charismatique, mais le charisme ne s'accroît pas. Les organisations, en revanche, elles, oui. Aujourd'hui, on a dans le monde de l'entrepreneuriat ce problème-là. On a beaucoup de promoteurs qui créent, qui rêvent, qui mettent des choses en place, mais tout dépend d'eux et de leur charisme et de leur aura. Et après, quelquefois, quand la personne disparaît, ça disparaît avec elle. Alors que logiquement, ce qu'on a créé devait vous suivre. Mais comment on passe de ce modèle de charisme porté par l'entrepreneur lui-même qui a tout créé à un modèle qui puisse lui suivre à lui, qui puisse continuer sans lui? Il faut préserver la mémoire de cette personne. Quand je parle de mémoire, c'est vraiment la culture d'entreprise, la vision, l'objectif, pourquoi qu'on existe, c'est quoi la chaîne de valeur que nous voulons transmettre. Et il faut également codifier. Je suis très à cheval sur cela. Il faut toujours codifier l'information parce que même le cerveau, on ne peut pas toujours faire confiance au cerveau. Donc, quand on documente, on codifie, on transcrit, cette mémoire-là va rester. Une organisation n'est pas statique. Une organisation évolue. Donc, une organisation peut exister et que la personne change d'intérêt, peut partir, mais l'organisation va perdurer. On va prendre un modèle comme Apple. Steve Jobs, il n'est plus depuis des années. Mais chaque année, au mois de septembre, il y a un nouveau iPhone qui sort en respectant toujours la vision de ce leader charismatique qui était à l'époque. Parce que cet objectif a été codifié, a été enregistré et la mémoire a été préservée. Et vous dites, parce que je le dis encore, hein, c'est très riche. C'est très riche. Je vous le conseille en termes de lecture. Vous dites, et vous ressortez même les indicateurs d'échec de la gouvernance. Et ce qui est bien, à chaque fois, il y a des petits exercices avec des questionnements qui vous permettent de vous positionner. Ces indicateurs s'observent rapidement en se posant les bonnes questions. Alors, posez-vous les bonnes questions telles que: les décisions sont-elles bloquées au niveau de la direction? Les employés savent-ils qui résout les problèmes? Les politiques sont-elles appliquées de manière cohérente? L'escalade est-elle structurée aux politiques? Si ce n'est pas clair, vous avez besoin d'une architecture comme Moïse, comme celle de Moïse. En tout cas, le diagnostic il est fait et tout est donné. Mais il y a une partie, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de la délégation, vous faites une petite remarque. C'est la page 126, ça ne m'a pas échappé. Vous dites, pour le Burkina, vous parlez d'une centralisation excessive des discussions et la surcharge des institutions centrales. C'est un constat que vous faites? C'est un constat. C'est beaucoup d'analyses et un constat. D'accord. Beaucoup d'informations au Burkina sont très centralisées. Même les plus petits documents sont très centralisés à des points où ça alourdit le système. Ça alourdit le système et on ne peut pas avancer. Et c'est, encore une fois, en appliquant Lean et Six Sigma et agilité, on peut vraiment alléger le système. Beaucoup d'informations. Les administrations sont très centrales ici. Vous n'en direz pas le contraire. Je suis burkinabé, je suis ici et j'ai eu à faire face à des lourdeurs administratives que j'ai constaté le processus vraiment très central et qui n'avait pas lieu d'être. Donc c'est mon constat et je pense
qu'en appliquant vraiment ces principes-là au niveau des décideurs et tout ça, on peut décentraliser beaucoup de choses et vraiment alléger le système et faire face aux changements qui sont en ce moment. Parce que quand on revient sur l'exemple de Moïse, il est très riche. Hein. Oui. Il y a donc les regroupements qui sont faits, qui permettent d'avoir l'information qui part de la base vers le haut, mais le traitement qui ne dépend pas forcément de lui. C'est-à-dire, à certains niveaux, il y a des réponses même qu'on peut donner sans qu'on en vienne, parce qu'il y a des leviers, il y a des niveaux de décision en fait, et il y a des niveaux on va dire, il y a des libertés de décision qui sont donc données et déléguées. Et ça, c'est très important de le savoir. Il y a un dernier, c'est celui de Salomon. Je pense que c'est le dernier. Oui, Salomon, c'est le dernier. Et ça, c'est l'intelligence de la prospérité et la maîtrise des relations. Notamment, on s'inspire même sur les relations internationales. Quels enseignements justement pour nos États modernes sur l'exemple de Salomon en matière d'intelligence de la prospérité? Okay, merci pour la question. Salomon, c'était un des archétypes les plus passionnants également. Ils sont tous passionnants. Ils sont tous passionnants, vraiment. Mais la stratégie quand on regarde à l'époque de Salomon, c'était toujours par la force on prend des territoires, c'est toujours par la force tu peux être chez toi et une nation décide de t'attaquer comme ça, sans rien. Mais avec l'archétype de Salomon, il a réussi tout son règne, un peu plus de 30 ans, à préserver une stabilité, à tisser des liens et à devenir des liens dans tous les genres, des liens militaires, des liens au niveau des commerces, au niveau des échanges et tout. Il a réussi. Comment il a réussi? Comme dans le monde moderne, une organisation ou un État ne se suffit pas à lui-même. On a besoin de tisser des liens, on a besoin de faire des partenaires. Et le type de partenaire qu'on a, le type de lien qu'on tisse, va assurer ta prospérité ou ton déclin. Ça va aller dans les deux sens. Donc, Salomon va venir nous enseigner devant quel genre de lien on tisse, comment on fait la sélection des partenaires, c'est quoi que les stratégies qu'on applique, qu'est-ce qui peut apporter à moi. Je prends un pays comme le Burkina Faso et tout. À ce moment, on est dans une stratégie que je salue d'ailleurs, de reconquête des territoires et tout. On se combat, on veut vraiment asseoir une souveraineté dans tous les genres. Maintenant, au niveau autour de nous, on ne peut pas se suffire à soi-même parce qu'on a la technologie, on a l'économie, on a l'agriculture, on a beaucoup d'éléments au niveau social qu'on a besoin de tisser des liens, des partenaires, parce qu'on n'a pas les infrastructures qui sont là. Maintenant, c'est quoi les gagnants-gagnants? Donc, Salomon va venir, l'archétype de Salomon détaillé dans le livre va venir vraiment donner, en plus de lean management, en plus de l'agilité et du Six Sigma, comment tisser ces liens-là. Quand on regarde, pour l'exemple de Salomon, il y a le caractère expansion, il y a dans sa stratégie aussi beaucoup de diplomatie, mais sur le plan productionnel, parce qu'il a fait de sa terre un élément de rayonnement productionnel, parce que c'était attractif. Et il y a un élément aussi, la sagesse, qui est un élément aussi majeur. Est-ce à dire que, bon, quand on dirige aussi, il faut beaucoup de sagesse. Oui. Et comment est-ce qu'on... Je ne vais pas dire comment est-ce qu'on l'acquiert. Parce que même quand on regarde les différents archétypes qu'on a cités, il y en a qui ont d'abord douté de la mission qui leur était assignée. Parce qu'au départ, ils disent, mais pourquoi moi? Je ne peux pas. Est-ce que le leader aujourd'hui, c'est ça aussi? C'est celui qui doute au début? C'est quoi? Le leader aujourd'hui doit se positionner pour l'intérêt des autres, pas son propre intérêt. Ceux qui doutent et qui rencontrent des échecs sont ceux qui confondent le leadership.
Et il y a différentes sortes de leaders. Il y en a différentes sortes de leaders. Mais je suis le genre de leader qui est là pour servir. Et nous voyons au niveau des autorités de Burkina, ils ont montré du leadership par l'exemple, du leadership pour servir le peuple. Donc le leader aujourd'hui, c'est vivre pour les autres. Ce n'est pas vivre pour soi-même. Et quand on regarde, on a une vue comme ça, on peut savoir quel genre de stratégie on met en place, quel genre de partenariat on va signer pour avoir l'avantage, pas pour soi-même. Et on peut voir que des modèles de leaders, vous en avez autour de vous, on en a plein ici, et même de l'extérieur, nous pouvons constater un nouveau genre de leadership qu'il n'y en avait pas du tout en Afrique. Et cela, si vous le constatez, en appliquant ce genre de décision, on mobilise tout le monde pour un but commun. D'accord. Et quand on regarde aussi, et ça vous l'abordez aussi un peu vers la fin, vous dites qu'il y a un genre de cycle. Il y a un genre de cycle. On a de beaux exemples. Hein. On a David, Gédéon et tout ça. On a de ce beaux exemples jusqu'à Salomon. Mais il y a un élément. C'est-à-dire élévation et fragmentation à la fin. C'est-à-dire que pour beaucoup, après ça a flanché. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et je reviens toujours à nos parallèles africains. Hein, parce que très souvent, on a des booms, on a des moments d'embellie, on a des dirigeants qui viennent, qui peuvent être éclairés, on a. Mais on est toujours dans un cycle où on atteint un sommet et on redescend. Et quand on voit aussi, il y a beaucoup d'autres dont on pourrait parler dans ceux qu'on a cités là, qui n'ont pas forcément bien fini, qui ont connu un petit déclin. Qu'est-ce qui explique ce cycle-là? Et comment on le casse? C'est important aussi. Bonne question, comment on le casse? Les cycles c'est un perpétuel recommencement en Afrique. On a différentes sortes de cycles. Vous avez le cycle économique, ça monte, ça descend, récession et tout, ça passe, mais on anticipe. Mais dans le cas de l'Afrique, nous avons des cycles qui se répètent tout le temps, mais on ne tire pas de leçons de ces cycles-là. Et quand ça monte, on est super content, ensuite ça clash. Pourquoi ça se fragmente? C'est toujours les mêmes erreurs qui viennent pour fragmenter cela. Il faut, vous me demandez comment on peut briser ces cycles-là. C'est vraiment de toujours rester focus sur son objectif, la stratégie de Gédéon, et viser toujours la chaîne de valeur. Viser toujours la chaîne de valeur, parce que ce qu'on fait, vous avez votre micro, c'est pour amplifier votre voix. Donc le micro ne fera rien d'autre que d'amplifier votre voix. Donc le cycle pour fragmenter, c'est briser ce cycle-là, c'est vraiment rester focus. La stratégie de Gédéon, anticiper toujours, ne pas regarder à ses faiblesses, regarder vraiment aux forces qu'on a. En Afrique, on se concentre toujours à nos faiblesses, les complexes d'infériorité. Je ne suis pas capable. Pourquoi moi? J'ai commencé, mais non, je ne suis pas capable. Et pourtant, on a quelque chose en nous que d'autres attendent pour recevoir. C'est vraiment rester avec ces archétypes-là, les combiner. Et quand on est élevé, ne pas confondre pourquoi qu'on a été élevé, pourquoi que on ne s'est pas élevé seul, on a amené un objectif, un but, et les gens ont embarqué là-dedans. Il ne faut pas laisser ces personnes derrière, il faut toujours aller en avant. Un leader est là pour accompagner, pour servir les autres. Si tu te détaches, ça va clencher, parce que les gens ont la mémoire qui oublie, donc ils vont changer. Moi, quand je lis une œuvre, quelquefois, je ne commence pas par la dédicace, je termine avec. J'ai fini quand je finis de dévorer tout ça. Et il y a une partie qui m'a quand même interpellé après avoir lu le reste. J'ai compris, mais je vous la pose comme question. Vous dites, Dieu appelle certains à prier, certains à enseigner, mais aussi d'autres à entendre, innover et bâtir des systèmes qui bénissent les nations.
il y a, j'ai dit, beaucoup d'invocations avec des éléments bibliques et tout. Mais quand on parle souvent de Dieu et de mission, c'est beaucoup plus spirituel très souvent. Mais qu'il y ait cette mission d'aller développer les nations, on a souvent l'impression que l'enseignement, c'est plutôt que bon. La mission, elle est spirituelle. Et le monde, c'est le monde. Et qu'on ne peut pas être désigné pour le transformer. Il y a une petite... Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à décider dedans. Tout à fait, tout à fait. C'est... dans une époque, on cantonnait ces archétypes dans la religion spirituelle, on vient, on prie, et puis, mais une fois que tu as prié, qu'est-ce que tu as reçu? La capacité que tu as, c'est pour faire quoi? Il faut que tu impactes. Et comme ces archétypes aussi sont bibliques, la Bible dit qu'il faut que tu impactes ta génération. Mais on impacte sa génération comment? Par qui on est, par ce qu'on fait. Donc, dans toute personne, il y a un dépôt de capacité qui va t'amener à impacter de par là où tu as été spécialisé ou pourquoi tu as été créé pour que tu impactes. Donc quand vous dites, je le mentionne bien, Dieu a créé certains pour prier, certains pour innover, impacter des nations. C'est une réalité parce qu'on se complète, on ne se suffit pas soi-même. Donc chaque personne doit impacter. Chaque personne a reçu quelque chose qui doit impacter. Votre amour pour la communication, c'est pour impacter le monde, pour faire des émissions, pour qu'on entende, qu'on comprenne, qu'on ait l'information. Une autre personne, c'est pour une autre chose. Donc ensemble, on se complète. Et il y a beaucoup de rappels à des œuvres et à un homme. C'est le pasteur Karambiri. Oui. Il vous a beaucoup impacté. Il m'a beaucoup impacté et il m'impacte toujours. D'accord. C'est un père, c'est un mentor. Et l'étude et la passion de ces archétypes appliqués au monde moderne que je développe dans ce livre, je peux dire qu'il en a été une référence parce que de par lui-même, son parcours professionnel, les études en économétrie et tout, il a eu à toujours parler de l'archétype de Joseph, comment il l'a appliqué dans sa réalité, dans son travail, partout où il faisait et il a vu les résultats. Cela m'a amené et donné la curiosité d'aller vraiment chercher d'autres archétypes et utiliser ce que je connais dans le naturel et comparer dans le monde moderne comment impacter. Oui, c'est un père, c'est un mentor et il m'a impacté et il m'impacte vraiment. Toujours. Dernière question. Vous êtes de la diaspora, on va dire comme ça, parce que vous êtes installé au Texas. Vous disiez tout à l'heure, à Bobo-Dioulasso, vous accompagnez déjà des orphelins et beaucoup. Il y a un appel qui a été celui du président du Faso à l'endroit de la diaspora. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais cette fois-ci, c'est assez solennel et c'est répété. Vous qui êtes de la diaspora, comment vous vivez cet appel-là? Et puis, est-ce que vous dites, j'ai quelque chose à apporter? Je parle de votre cas, vous, Marie-Denise Ouedraogo. Moi, personnellement, alors je ne m'identifie pas de la diaspora. Je suis burkinabé et fière de l'être. Et l'appel du président du Faso, je l'ai reçu comme une responsabilité. C'est ma responsabilité à moi de venir impacter. Et en tant que burkinabé, cet appel s'est adressé à moi profondément et directement, et je sais que j'ai les compétences, j'ai eu une exposition à l'international dans différentes industries, j'ai cette connaissance, cette capacité qui peut venir accompagner et répondre à cet appel. Donc je viens répondre à cet appel avec fierté. D'accord. En tout cas, merci Marie-Denise Ouedraogo. Je rappelle qu'elle a écrit
souveraineté stratégique, construire des systèmes résilients pour les organisations et les nations émergentes. 52 minutes, ça finit très vite et on est déjà au terme. Je vous dis merci en tout cas d'être passé. Merci à vous, Monsieur Ba. C'est un plaisir. Et puis, les portes de Tweet TV sont toujours ouvertes. Sait-on jamais, à votre prochain passage à Ouagadougou, on vous recevra. Avec plaisir. Merci. D'accord. Beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et d'avoir été des nôtres tout au long de cet échange. C'était l'émission L'Invité. Ça se termine ici. Et on se dit donc au revoir pour un autre rendez-vous avec toujours un autre invité. Merci.